Dans l'histoire de la science-fiction américaine, certains noms s'imposent comme des constellations. Ils brillent longtemps, parfois discrètement, mais leur lumière continue d'éclairer des générations entières d'auteurs et de lecteurs. Robert Silverberg est de ceux-là. Auteur prolifique, explorateur infatigable des genres de l'imaginaire, passeur entre les âges d'or et les révolutions littéraires de la science-fiction, il incarne à lui seul plusieurs vies d'écrivain. Son parcours ressemble à une épopée, une trajectoire faite d'ascensions fulgurantes, de périodes d'épuisement, de retraites volontaires et de retours spectaculaires. Comme dans les récits initiatiques, il y a l'enfant prodige, le jeune combattant qui enchaîne les batailles, le maître reconnu, et puis l'homme qui s'interroge sur le sens de son œuvre et sur l'héritage qu'il laissera. Robert Silverberg a traversé les pulps, survécu à leur logique industrielle, s'est réinventé lorsque la science-fiction a changé de visage et a su, à plusieurs reprises, renaître dans un paysage littéraire qu'il avait contribué à transformer. Mais toute grande épopée commence humblement. Avant les prix, avant la reconnaissance, avant les centaines de nouvelles et de romans, il y a un enfant, un lecteur. Un esprit curieux qui découvre très tôt que les mots peuvent devenir un terrain d'aventure infini. Salut à toi Nixonaute, pour Sun Explorer, je rebondis sur une idée qui m'a été soufflée il y a un petit moment, mais que j'ai longtemps gardée dans un coin de ma tête. On va se pencher sur le cas d'une véritable montagne de la science-fiction, mais pas que, on y reviendra. Bref, sans plus attendre, je te propose de partir à la rencontre de Robert Silverberg. C'est parti, mode shonen activé. Oui, shonen, sa vie le mérite. Robert Silverberg naît le 15 janvier 1935 à Brooklyn, dans l'État de New York. Il grandit dans un environnement urbain, loin des paysages exotiques qu'il fera pourtant naître plus tard sous sa plume. Rien, a priori, ne le destine à devenir l'un des auteurs les plus prolifiques de la science-fiction moderne, si ce n'est une chose essentielle, une fascination précoce pour la lecture. Très jeune, Silverberg lit vite, beaucoup, et avec une curiosité qui dépasse largement son âge. Passionné par les livres, il découvre très tôt 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Puis, vers ses 10 ans, La machine à explorer le temps de H.G. Wells. Deux ouvrages qui, selon lui, ont fasciné son appétit pour la science-fiction. Dès l'âge de 6 ou 7 ans, il compose des petits récits rudimentaires que sa tante Sylvie tape à la machine à partir de ses dictées, car lui-même ne sait évidemment pas encore utiliser ce genre d'appareil. La science-fiction, alors largement diffusée à travers les magazines pulp, attire particulièrement son attention. Ses récits d'exploration de mondes lointains et de futurs possibles nourrissent son imaginaire et lui offrent un espace de projection sans limite. À une époque où la science-fiction est encore souvent considérée comme de la littérature de divertissement, parfois même méprisée par les cercles littéraires traditionnels, le jeune Silverberg y voit un champ d'expression libre, inventif et profondément stimulant. Il ne se contente pas de lire puisque très tôt, il commence à écrire. Son adolescence est marquée par une précocité intellectuelle remarquable. À 13 ans, il écrit sa première histoire en collaboration avec un camarade de classe. Il réalise une première vente avec The Second River en 1952, un récit publié dans un petit magazine, The Avalonian. Cette reconnaissance précoce agit comme une confirmation. Écrire n'est pas seulement un passe-temps, mais une vocation possible, tangible et presque déjà professionnelle. À 17 ans, alors qu'il est encore au lycée, il vend un autre récit, une nouvelle intitulée Gorgon Planet à un pulp britannique, Nebula Science Fiction, en 1954. Silverberg raconte qu'il avait envoyé plusieurs manuscrits à différents magazines et que celui-ci a été accepté à sa grande surprise. Il considère cette vente comme sa porte d'entrée symbolique dans le monde professionnel. Silverberg poursuit des études brillantes. Il entre à l'Université Columbia où il étudie la littérature. Ce parcours universitaire nourrit son regard critique et enrichit sa culture littéraire bien au-delà des frontières de la science-fiction. Il s'intéresse à l'histoire, à la sociologie, aux mythes et aux récits fondateurs des civilisations. Autant de matériaux qui, plus tard, irrigueront profondément son œuvre.
Mais contrairement à d'autres auteurs qui feront le choix d'une carrière académique ou critique, Silverberg prend très tôt une décision drastique. Il veut vivre de l'écriture. Ce choix implique des sacrifices, une discipline extrême et une immersion totale dans l'arène. Pour Silverberg, cette arène a un nom, les magazines de science-fiction. Et pour y survivre, il faudra écrire beaucoup, vraiment beaucoup. Et comme souvent chez les héros, ce n'est pas un pouvoir soudain qui le révèle, mais une endurance hors norme, une capacité à produire, apprendre et s'adapter plus vite que les autres. C'est à ce moment charnière que survient une rencontre décisive, une rencontre qui va structurer sa carrière, affiner sa vision du métier et l'aider à naviguer plus consciemment dans l'univers parfois impitoyable de la science-fiction professionnelle. Un mentor, son tortue génial à lui. Dans toute trajectoire héroïque, il existe un moment où l'apprentissage solitaire atteint ses limites. Un moment où l'expérience brute doit être canalisée, structurée et transmise. Pour Robert Silverberg, ce moment prend la forme d'une rencontre déterminante, celle de Randall Garrett. Silverberg obtient un diplôme en littérature anglaise en 1956. C'est durant ses études, en 1955, qu'il sortira son premier roman de la science-fiction jeunesse, Revolt on Alpha-C. C'est aussi à cette époque que Robert Silverberg va emménager dans une pension de famille située au 611 Ouest 114e rue à New York. Et là, il va voir débarquer un jour un nouveau voisin, un homme qu'il décrit comme dodu, turbulent, désordonné, gros buveur et gros fumeur, qui apparaissait rarement à la lumière du jour et qui donnait le meilleur de lui-même, du moins, quand il pouvait se résoudre à travailler entre minuit et l'aube. Sacré portrait quand même. Cet homme est Randall Garrett. Cette description taquine cache en fait un immense respect pour cet auteur aguerri qui va devenir son ami et mentor. Il faut savoir que dès l'obtention de son diplôme, Robert Silverberg va décider de se lancer dans une carrière professionnelle d'auteur. Et c'est là que Randall Garrett entre en scène. De lui, il va apprendre les clés de la structure narrative et l'importance de la rigueur dans la construction de récits, ainsi que comment vendre ses écrits en grande quantité. Et tous les deux vont collaborer intensément, adoptant un fonctionnement que Silverberg qualifie d'usine à fiction. Et ce n'est pas tout. Garrett introduit Silverberg à ses contacts professionnels auprès de grands éditeurs de pulp comme John W. Campbell, Howard Brown ou Bob Lowndes, favorisant ainsi ses opportunités de publication. Silverberg et Garrett ont écrit en collaboration sous les pseudonymes de Robert Randall, Gordon Agill et Ralph Burke. Silverberg utilisa également le pseudonyme de Burke pour ses travaux en solo. À partir de ce moment, Silverberg va devenir une véritable machine à écrire et à vendre. Money! Entre 1956 et 1959, Silverberg publie en moyenne 5 récits par mois, atteignant parfois plus de 80 publications en une seule année, représentant plus d'1 million de mots par an. Et là, toute personne qui s'est déjà essayée à l'écriture pourra se rendre compte de la dinguerie. C'est un peu comme Kadik et ses 60 pages exploitables par jour. Il vend presque tous ses textes, que ce soit en solo ou en collaboration, notamment grâce à sa discipline rédactionnelle et à ses relations établies via Garrett. Pour éviter de saturer le marché avec son propre nom, il s'essaie à de nombreux genres comme le western et adopte plus de 50 pseudonymes dont Ivar Jørgensen, Calvin M. Knox, David Osborne ou Don Elliott. Certains projets, notamment les collaborations avec Garrett, sortent sous des noms collectifs. D'autres pseudonymes lui permettent d'explorer des genres variés, le western, non-fiction ou encore l'érotisme. Ouais, il est chaud le Roro. Le mentorat de Garrett n'est pas une transformation soudaine. Il s'agit plutôt d'un travail souterrain et progressif qui aide Silverberg à affiner son regard sur son propre parcours. Il ne s'agit plus seulement d'écrire pour remplir des pages, mais de commencer à envisager une œuvre. Cette étape est cruciale. Silverberg n'abandonne pas pour autant son rythme effréné, mais il commence à comprendre qu'il devra, tôt ou tard, dépasser le cadre strict des pulps s'il veut laisser une empreinte durable. C'est dans ce contexte que son activité atteint un niveau presque mythique. Waouh!
Lorsque Robert Silverberg décide de faire de l'écriture son activité principale, il ne s'agit pas d'un pari romantique, mais d'un engagement total grâce à l'entraînement intensif de Garrett. À la fin des années 1950, la science-fiction américaine est dominée par un écosystème bien particulier, celui des magazines pulp. Va voir ma vidéo. Et si c'est déjà fait, merci. Ces revues, souvent imprimées sur du papier bon marché, publient des nouvelles à la chaîne et rémunèrent à la page. Pour un jeune auteur ambitieux, elles représentent à la fois une opportunité et une épreuve. Robert Silverberg comprend très vite les règles du jeu. Pour vivre de sa plume, il faut produire vite, efficacement et sans relâche. Là où d'autres hésitent, il l'accélère. Là où certains se contentent de quelques textes par an, il en écrit des dizaines. Très tôt, il développe avec Garrett une discipline quasi militaire. Écrire tous les jours, respecter les délais et adapter son style aux exigences éditoriales. Cet acharnement lui vaudra un prix Hugo de nouvel auteur le plus prometteur en 1956, année où il publia 49 nouvelles de science-fiction. C'est énorme. Ses premières publications apparaissent dans des magazines comme Fantastic Amazing Stories ou Science Fiction Adventures. Les thèmes sont parfois classiques, voyages spatiaux, civilisations extraterrestres, futurs dystopiques. Mais déjà, on perçoit chez Silverberg une aisance narrative, une clarté d'exposition et une efficacité redoutable. Il ne cherche pas encore à révolutionner le genre, son objectif est simple, écrire, apprendre et survivre. Chaque nouvelle est un combat gagné, chaque publication une validation supplémentaire. Comme dans les récits initiatiques, il forge ses armes sur le terrain, affrontant les contraintes plutôt que les idéaux abstraits. Parmi les œuvres les plus saisissantes de la première période de Silverberg, on trouve Master of Life and Death de 1957, un récit parlant des mesures institutionnalisées de lutte contre la surpopulation, et Invaders from Earth de 1958, qui est un drame sur la corruption politique liée à la colonisation de Ganymède. Rapidement, Silverberg devient une valeur sûre pour les éditeurs. Ils savent qu'il livre à temps, que ses textes sont solides, lisibles et qu'ils répondent aux attentes du public. Cette fiabilité devient sa première réputation. Parmi les figures éditoriales majeures avec lesquelles travaille Silverberg, un nom se détache, John W. Campbell, rédacteur en chef d'Astounding Science Fiction, rencontré grâce à Randall Garrett. Campbell est une personnalité centrale de l'âge d'or de la science-fiction. Exigeant, visionnaire, parfois controversé, il impose une certaine rigueur intellectuelle aux récits qu'il publie. Silverberg collabore avec Campbell, comme beaucoup d'auteurs de sa génération. Cette interaction est formatrice. Campbell pousse les écrivains à structurer leurs récits autour d'idées fortes et à donner une cohérence scientifique et conceptuelle à leurs histoires. Même si Silverberg ne s'alignera pas toujours sur la vision des choses de Campbell, cette période contribue à renforcer sa maîtrise narrative. De cette période, on compte notamment The Shrouded Planet de 1956 et The Dawning Light de 1957, publiés dans l'Astounding. Il y est sujet d'une invasion extraterrestre, planifiant des activités d'élévation du point de vue des Nidoriens, puisque les extraterrestres sont ici les humains. Mais cette production industrielle a un coût. Écrire autant, aussi vite, implique parfois des compromis. Silverberg lui-même reconnaîtra plus tard que nombre de ses textes étaient conçus pour répondre à une demande immédiate et non pour durer. Pourtant, cette phase est essentielle puisqu'elle lui permet d'expérimenter tous les thèmes, toutes les structures et toutes les voies. C'est un entraînement intensif, une école de l'endurance et de la technique. Comme un héros qui affronte des adversaires sans fin pour perfectionner ses gestes, Silverberg affine son art à travers la répétition. Et peu à peu, quelque chose change. Son nom commence à être reconnu, non plus seulement comme celui d'un fournisseur fiable, mais comme celui d'un auteur à part entière. Mais produire ne suffit pas. Pour devenir une figure majeure, il faut être identifié, distingué et reconnu. Et le début de la notoriété approche, mais son identité est diluée.
À mesure que les années 1960 avancent, quelque chose change dans la trajectoire de Robert Silverberg. Son nom, jusque-là noyé dans la masse des sommaires et souvent dissimulé derrière des pseudonymes, commence à s'imposer. Les lecteurs le reconnaissent, les éditeurs l'identifient et les critiques commencent à le citer. Cette reconnaissance ne vient pas d'un seul texte fondateur, mais d'un ensemble cohérent de publications de plus en plus maîtrisées. Silverberg ne se contente plus d'écrire pour répondre à une commande. Il commence à imposer une voix, une sensibilité et une manière de traiter les thèmes classiques de la science-fiction avec une profondeur nouvelle. Ces récits gagnent en densité psychologique. Les personnages ne sont plus seulement des vecteurs d'idées ou d'aventures, mais des individus traversés par le doute, la solitude ou la quête de sens. Silverberg s'intéresse de plus en plus à l'intériorité, aux conséquences humaines des grands bouleversements technologiques ou cosmiques. Cette évolution coïncide avec un changement plus large du genre lui-même. La science-fiction américaine est en mutation. De nouveaux courants émergent, remettant en question les conventions de l'âge d'or. Les récits deviennent plus introspectifs, plus expérimentaux et plus attentifs aux sciences humaines qu'aux seules prouesses technologiques. Silverberg s'inscrit pleinement dans ce mouvement, sans jamais rompre totalement avec son passé. Il ne renie pas les pulps, mais il les dépasse. Il utilise tout ce qu'il a appris, la clarté, l'efficacité, le rythme, pour explorer des territoires plus complexes. Les récompenses commencent à arriver, même si en réalité, la reconnaissance officielle s'était manifestée très tôt. Dès 1956, sa productivité et la qualité évidente de ses textes lui valent un Hugo d'auteur le plus prometteur. Mais ce premier signal ne fait pas de lui immédiatement une figure installée. Il lui faudra encore transformer l'endurance en œuvre, la vitesse en profondeur et la présence en légende. Mais dans les années 60, Silverberg n'est plus seulement un auteur prolifique. Il devient un auteur important, une figure centrale d'une science-fiction en pleine transformation. On compte des œuvres clés illustrant la montée en reconnaissance dans les années 1960, comme Thorns de 1967, un récit dans lequel, dans un futur proche, des humains sont enlevés par des extraterrestres incompréhensibles, puis relâchés, profondément transformés psychologiquement et incapables de se réadapter à la société. C'est l'un des premiers textes où Silverberg place le traumatisme, l'aliénation et l'échec du progrès au cœur du récit, annonçant clairement son virage introspectif. Passengers, une nouvelle de 1968 dans laquelle des entités invisibles prennent périodiquement possession des corps humains, suspendant toute responsabilité morale de leurs actes. Cette nouvelle emblématique montre Silverberg explorant la perte du libre arbitre, l'identité fragmentée et la culpabilité, des thèmes centraux de sa maturité. Cette nouvelle a reçu le Hugo Award de la meilleure nouvelle en 1969. Nightwings de 1969. Décidément, une histoire dans laquelle, dans un futur lointain où la Terre est oubliée par l'univers, un membre de la guilde des guetteurs veille sur un monde décadent menacé par une invasion cosmique. C'est un texte charnière à la fois mythique, mélancolique et symbolique qui marque l'entrée pleine de Silverberg dans une SF à dimension quasi philosophique. Elle a reçu un Hugo Award en 1969. Encore The Mask of Time de 1968, où un homme affirmant venir du futur devient une figure publique fascinante sans que l'on sache jamais s'il dit la vérité ou s'il est un imposteur. Silverberg y déconstruit le mythe du voyageur temporel pour s'intéresser à la fois à la manipulation et au besoin humain de croire en un sens supérieur. Up the Line de 1969, je vais pas la faire à chaque fois, où dans un futur où le tourisme temporel est banal, un homme se retrouve piégé dans une boucle de paradoxes et de désirs contradictoires. Sous une légèreté apparente, ce roman traite de fatalisme, d'obsession et de solitude, montrant la maturité croissante de son écriture. À travers ses récits, Silverberg cesse peu à peu d'écrire seulement sur le futur, il commence à écrire sur l'humain confronté au futur. Et ce déplacement discret mais profond le place au cœur de la transformation majeure que traverse alors la science-fiction américaine. Mais un vrai héros ne se contente jamais d'un seul chemin. Pour continuer à évoluer, il doit explorer, bifurquer et se confronter à d'autres terrains.
L'une des grandes forces de Robert Silverberg réside dans sa capacité à naviguer entre les genres sans jamais s'y enfermer. S'il est avant tout connu comme un auteur de science-fiction, son œuvre déborde largement de ce cadre. Il écrit de la science-fiction spéculative, mais aussi de la fantaisie, du fantastique, du récit historique, des essais et des anthologies critiques, et même des récits érotiques. Voilà, beaucoup. Beaucoup. Il y en a environ 200. Cette diversité n'est pas un simple effet de curiosité. Elle répond à une volonté d'explorer toutes les formes du récit. En science-fiction, Silverberg s'illustre aussi bien dans les récits de conquête spatiale que dans les histoires intimistes centrées sur la psychologie. Il s'intéresse aux civilisations extraterrestres, aux sociétés futures, mais aussi aux thèmes de la mémoire, de l'identité, du vieillissement et de la solitude. Ses romans et nouvelles interrogent souvent la place de l'individu face à des forces qui le dépassent. En fantaisie, il revisite les mythes, les légendes, les structures du récit épique, tout en leur apportant une profondeur moderne. Il ne se contente pas de reproduire des archétypes, il les questionne, les détourne et les enrichit. Silverberg est également un grand anthologiste. Il compile, sélectionne, contextualise. À travers ses anthologies, il devient un passeur, un historien du genre, contribuant à transmettre la science-fiction à de nouvelles générations de lecteurs. Ce travail éditorial renforce encore son statut d'autorité intellectuelle dans le domaine. Cette capacité à embrasser une telle diversité de formes et de tons contribue largement à sa reconnaissance. Silverberg n'est pas prisonnier d'un style ou d'un registre, il est en mouvement permanent, fidèle à une seule chose, l'exploration. Ainsi, par ses nombreuses explorations, il se forge une renommée durable, une réputation qui dépasse la simple accumulation de textes et s'inscrit dans une véritable trajectoire artistique. Et bientôt, cette trajectoire va atteindre un sommet, celui où l'élève devient maître. Quand un héros de shonen reçoit une première reconnaissance, ce n'est jamais la fin de l'histoire. C'est un badge, un « tu as du potentiel », ne pas se reposer sur ses lauriers, on croit en toi mon gars. En 1956, le Hugo de nouvel auteur le plus prometteur marque Robert Silverberg comme une promesse officielle. Mais une promesse doit être tenue. Et tenir une promesse, ce n'est pas répéter une performance, c'est évoluer. Après ces années de production intense, Silverberg amorce progressivement une transformation. Il n'abandonne pas sa capacité de travail, mais il commence à déplacer son centre de gravité. Moins de simple efficacité et davantage de densité. Ses récits deviennent plus ambitieux, plus intérieurs et plus complexes dans leur manière d'aborder l'humain. Dans la science-fiction, la fin des années 1960 et le début des années 1970 correspondent à un moment où le genre s'élargit, se politise parfois, s'intellectualise souvent et ose davantage la psychologie, les sciences humaines et les fractures de la conscience. Silverberg ne reste pas en marge de cette évolution. Il en devient l'un des visages les plus solides. C'est à cette période qu'il signe des textes qui s'imposent durablement au point de devenir des repères. On pense par exemple à Nightwings de 1968, mais aussi à une série d'œuvres majeures souvent citées parmi ses plus importantes. Downward to the Earth ou Les profondeurs de la Terre de 1970, récit dans lequel on suit Edmund Gunderson, un personnage torturé qui revient sur sa planète. The World Inside ou Les monades urbaines de 1971, une histoire dans laquelle l'humanité vit dans d'immenses gratte-ciel. Et Dying Inside ou L'oreille interne de 1972, un récit dans lequel on suit David Selling qui est télépathe. Ces récits témoignent d'un auteur qui ne se contente plus de livrer une histoire, il construit une expérience, un trouble, une interrogation durable sur l'identité, le désir, l'isolement, la culpabilité et la perte. Et c'est là que le basculement se produit. Le nouvel auteur prometteur n'est plus une promesse. Il devient une autorité, un modèle, un auteur que l'on lit non seulement pour l'intrigue, mais pour l'effet fait au lecteur. L'élève devient maître. Pas parce qu'il domine les autres, mais parce qu'il maîtrise enfin ce qu'il cherchait depuis le début, à savoir une manière d'unir la puissance du récit populaire à l'exigence d'une littérature plus profonde. Mais les plus grands héros connaissent aussi l'épuisement. Oh putain, je suis crevée moi. Ouh. Ah. Bien fatiguée quand même.
Dans les récits initiatiques, il existe souvent un moment de rupture, un moment où le héros s'arrête, pas parce qu'il est vaincu, mais parce que continuer dans les mêmes conditions deviendrait une autre forme de défaite, celle contre soi-même. Pour beaucoup, Dying Inside est son chef-d'œuvre. Pour Silverberg, c'est une confrontation. Après ce sommet, il publie moins. Il doute plus, il s'éloigne. Il y a un parallèle saisissant entre le personnage doté de télépathie de cette histoire, qui perd lentement son pouvoir, et Silverberg qui est usé par ses années d'écriture. Chez Silverberg, cette pause correspond à une période où il se retire partiellement de la production de fiction, après des années d'intensité. Ce n'est pas une disparition totale, ni un effacement, mais plutôt une mise à distance ou une respiration. Il faut imaginer ce que représente une vie passée à produire. Des milliers de pages, des contraintes éditoriales, des attentes du public, des rythmes de publications infernaux. Même lorsque l'on atteint la reconnaissance, la machine ne s'arrête pas d'elle-même. Dans un milieu où l'on peut être indispensable une année puis remplacer l'année suivante, la pression reste constante. Cette pause prend alors un sens particulier. Elle n'est pas une fuite, mais une réorientation. Un moment où l'auteur choisit de ne plus être seulement un producteur de monde, mais un artisan qui décide quand et comment il revient à l'atelier. Mais comme souvent, ce retrait prépare un retour. Le retour du héros n'est jamais un simple retour, il revient changé, plus lucide, plus précis et souvent plus libre. Chez Robert Silverberg, ce renouveau prend la forme d'un retour progressif mais marquant à la fiction, à partir de la fin des années 1970 et surtout dans les décennies suivantes. Il revient avec Magipur dans les années 80. Lord Valentine's Castle ouvre un cycle ample, foisonnant, presque mythologique. Une synthèse parfaite, la puissance narrative de ses débuts, la profondeur psychologique de sa maturité et une sérénité nouvelle. Cette romance planétaire se déroule sur le monde de Magipur et se divise en plusieurs œuvres. Lord Valentine's Castle ou Le Château de Lord Valentin de 1980, un récit dans lequel sur une planète géante, Magipur, Valentin, un homme amnésique, entame un long voyage initiatique pour comprendre qui il est réellement et quelle place il occupe dans l'ordre du monde. Magipur marque le grand retour romanesque de Silverberg. Monde foisonnant, civilisation complexe, narration ample, il y synthétise science-fiction, fantaisie, mythologie et introspection dans un roman accessible mais profondément maîtrisé. Magipur Chronicles ou Chroniques de Magipur de 1982, un recueil de récits indépendants explorant différentes régions, cultures et figures de Magipur à travers l'histoire longue de la planète. Silverberg agit ici en bâtisseur de monde et en conteur, privilégiant la mémoire collective, les mythes fondateurs et les voix multiples plutôt qu'une intrigue centrale. Valentine Pontifex ou Valentin de Magipur de 1983, dans lequel Valentin, devenu dirigeant de Magipur, doit faire face à des conflits politiques, religieux et sociaux qui mettent à l'épreuve sa légitimité et son idéal de gouvernance. Le roman prolonge l'initiation par une réflexion sur le pouvoir, la responsabilité et le compromis. Thème majeur de la maturité de Silverberg. The Sorcerers of Magipur ou Les Sorciers de Magipur de 1987, où à travers plusieurs récits, Silverberg explore les figures marginales, mystiques et ambiguës de Magipur, souvent en tension avec l'ordre établi. Le cycle s'ouvre à une dimension plus sombre et plus spirituelle, renforçant la richesse morale et symbolique de l'univers. Lord Prestimion ou Prestimion le Coronal de 1999 et The King of Dreams ou Le Roi des Rêves de 2002 offrent un retour en arrière dans l'histoire de Magipur, retraçant le règne du pontife Prestimion et les tensions qui façonnent durablement la planète. Cette œuvre de synthèse tardive montre Silverberg en historien de son propre monde, assumant pleinement la profondeur temporelle de sa création. Mais on peut également citer Roma Aeterna de 2003, une uchronie retraçant une histoire alternative où l'Empire romain ne s'est jamais effondré, racontée à travers une suite de récits couvrant des siècles. Silverberg y démontre une maîtrise totale du récit historique spéculatif, reliant pouvoir, religion et continuité civilisationnelle.
Avec Magipur, Silverberg montre qu'il sait bâtir, transmettre et laisser un monde derrière lui. À ce stade, il n'est plus seulement un auteur de science-fiction, il en est devenu l'un des gardiens. Bref, Silverberg n'écrit plus pour prouver, il écrit parce qu'il sait désormais pourquoi il écrit. Ça sonnait mieux dans ma tête. Ça sonnait beaucoup mieux dans ma tête. Les prix s'accumulent, Hugo, Nebula, Locus et en 2004, la reconnaissance ultime. Robert Silverberg est nommé Grand Master par la Science Fiction and Fantasy Writers of America. L'élève est devenu maître. Je l'ai déjà dit ça. Après sa période de retrait relatif, Silverberg n'est pas revenu pour reprendre exactement là où il s'était arrêté. Il ne cherche plus à dominer le champ par la quantité, ce combat-là, il l'a déjà gagné. Ce qu'il vise désormais, c'est la justesse, l'élégance et la transmission. Il publie de nouveaux romans, de nouvelles nouvelles. Ça aussi, ça sonnait différemment dans ma tête. Mais aussi de nombreuses rééditions, réécritures et versions révisées de ses textes antérieurs. Ce travail de réappropriation est essentiel. Silverberg relit son propre passé, le corrige, l'affine et parfois le transforme. Il ne considère pas son œuvre comme figée, mais comme un organisme vivant. Parallèlement, son rôle d'anthologiste prend encore plus d'importance. Il édite, il contextualise, il introduit. Il raconte l'histoire de la science-fiction à travers ses choix éditoriaux. À ce stade, Silverberg n'est plus seulement un auteur actif, il est un médiateur entre les générations. Il participe à des conférences, des conventions et des tables rondes. Il devient une mémoire vivante du genre, un témoin direct de l'évolution de la science-fiction depuis les pulps jusqu'aux formes les plus modernes et littéraires de l'imaginaire. Ce retour n'est pas spectaculaire au sens médiatique, il est plus profond, plus durable. Silverberg n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, sa légitimité est acquise. Ce qu'il offre désormais, c'est une présence, une continuité et une conscience historique. Et c'est précisément cette posture qui prépare la dernière étape de son parcours, celle de l'héritage. Parler de l'héritage de Robert Silverberg, c'est parler d'une œuvre incroyable par son ampleur. Des centaines de nouvelles, de romans, des anthologies majeures, des essais et une influence qui dépasse largement les chiffres. Silverberg a traversé plusieurs âges de la science-fiction. Il a connu l'ère des pulps, l'héritage de l'âge d'or, les bouleversements de la New Wave et les formes les plus contemporaines du genre. Peu d'auteurs peuvent revendiquer une telle continuité sans jamais devenir obsolète. Son héritage est multiple. Il est d'abord technique par sa discipline, sa capacité de travail et son sens du récit. Silverberg a montré qu'un auteur pouvait apprendre en écrivant, progresser par la pratique et transformer une production industrielle en véritable œuvre littéraire. Il est ensuite thématique, par son exploration de la mémoire, de l'identité, de la solitude, du vieillissement, du désir et de la perte. Autant de thèmes profondément humains, traités dans un cadre spéculatif qui leur donne une résonance universelle. Et il est enfin culturel, par son rôle de passeur, d'éditeur et de témoin. Silverberg n'a pas seulement écrit de la science-fiction, il a aidé à la penser, à la transmettre et à la légitimer. Dans les shonen, le héros ne devient vraiment une légende que lorsqu'il inspire ceux qui viennent après lui. C'est exactement ce que Robert Silverberg a accompli. Des générations d'auteurs ont lu ses textes, appris de ses structures, de ses choix et même de ses silences. Aujourd'hui, Silverberg n'a plus besoin de combattre. Son œuvre parle pour lui. Elle continue d'être lue, analysée et redécouverte. Elle rappelle qu'un auteur peut être à la fois un artisan infatigable et un explorateur de l'âme humaine. Et si son histoire ressemble à celle d'un héros, c'est parce qu'elle est tout aussi spectaculaire que profondément humaine. Il a inscrit son nom au firmament des meilleurs de la science-fiction, faisant de lui-même une constellation à part entière. C'est la fin, merci d'être resté jusqu'au bout de Sonic Explorer. Si tu es toujours là, c'est sûrement que cette vidéo t'a plu, donc pense à t'abonner, activer la cloche, liker, commenter, partager, et si tu es déjà abonné, je t'en remercie beaucoup. À bientôt pour une chronique à propos d'un livre surprenant, je n'en dis pas plus, prends bien soin de toi et n'oublie pas d'explorer de nouveaux horizons avec la science-fiction.
Can you prove that it didn't happen?